Aujourd'hui, je vous présente le jeu Le Dilemme du Roi, un jeu narratif à partir de 14 ans pour 3 à 5 joueurs et une durée de partie d'environ 60 minutes. Vous êtes les représentants de familles influentes et vous siégez au Conseil du Roi. Le jeu est une campagne qui se joue en plusieurs parties et selon vos choix, vous conduiront à une des fins possibles du jeu. Le plateau du royaume est composé de différentes zones. Au centre, la piste des ressources où l'on place 5 jetons. La tour représente la force de notre armée. Le diamant, la quantité d'argent dans la trésorerie. Le drapeau représente la joie du peuple. Le blé, la santé. Et le parchemin, la connaissance. Pour débuter une partie, on lance les 5 jetons en l'air comme ça et on les place sur la face obtenue. Hop, je vais placer donc tous les jetons puisque il y a d'un côté une face blanche et un côté une face marron. Sur le côté, il y a la piste stabilité où l'on place le marqueur stabilité au début d'une partie. Il est placé au milieu. En haut du plateau se trouvent les cases où l'on place des étiquettes de chronique. Normalement, ces étiquettes se collent et le jeu ne peut se jouer qu'une seule fois. Nous avons mis du velcro afin que le jeu puisse être rejouable. En bas du plateau se trouve une balance avec une zone Ouida en bleu et une zone Nenni en rouge, avec au milieu l'icône de pouvoir où l'on place 3 jetons. Sur les côtés, il y a des emplacements où l'on place des cartes. De ce côté, on place les cartes histoire et de l'autre, la frise du temps où l'on place les cartes dilemme. Au bout de cette frise, il y a la zone mort du roi. Les cartes sont rangées dans des enveloppes que l'on laisse dans la boîte de jeu. Toutes ces enveloppes sont numérotées. On peut voir ici, c'est la numéro 6, etc. Sur certaines cartes, vous verrez que les joueurs devront signer le nom de leur maison. Les cartes ont été plastifiées, permettant également la rejouabilité. Chaque joueur prend un paravent de maison. Sur chacune, il y a une petite histoire, des cases à cocher pour des points de prestige et de convoitise. Et en dessous, le chiffre de la maison qui départage en cas d'égalité. En bas, il y a des cases pour les cartes objectifs joués et des hauts faits à débloquer pendant la partie. Chaque joueur va inscrire le nom qu'il souhaite pour sa maison. Il peut être fictif ou tout simplement, ça peut être votre nom. Chacun va récupérer 3 cartes de vote, une Ouida, une Nenni et une carte passe et les dispose devant son paravent. On fait des réserves avec les pièces, les jetons pouvoir, les marqueurs de progression, les jetons objectifs qui sont ici et les marqueurs issus qui sont là. Pour votre première partie, vous allez prendre l'enveloppe numéro 0. Les enveloppes ont 4 cartes. La première est soit une carte histoire, soit une carte événement ou immédiat. Très souvent, ce sont des cartes histoire. Elles sont toutes, je vais avant vous expliquer, elles sont toutes numérotées ici en bas. Donc ici, ça va être le 00 et 0 pour dire que c'est la première carte, 001, etc. Vous prenez toujours la première carte de l'enveloppe et vous lisez au dos la partie histoire. Cette carte ensuite va se placer donc ici de ce côté sur le même symbole, l'emplacement qui a le même symbole que sur la carte. C'est le début de la narration qui va s'étendre sur plusieurs parties. Les autres cartes sont des cartes dilemme qui vont se placer ici sous un cache. Donc on va prendre la première carte pour vérifier où se trouve le même symbole ici qui est là et après l'avoir lu, on va placer la carte
de ce côté, puis les cartes dilemme vont être mélangées et placées sous le cache ici. On ne doit absolument pas les lire. Terminez la mise en place en récupérant tous 10 pièces. Les petites pièces ont une valeur de 1, les plus grandes une valeur de 5 et ici une valeur de 10. Chacun des joueurs donc, va en récupérer 10, le placer derrière son paravent, ainsi que 8 jetons pouvoir. Ceci donc pareil, valent les petits 1, les moyens 5 et les grands carrés 10. Je finis l'emplacement pour les joueurs. Chaque joueur a donc récupéré ses pièces et ses jetons de pouvoir qu'il a donc cachés derrière son paravent. Là, pour l'exemple, je vous ai aligné les joueurs, mais vous êtes autour d'une table et on ne voit pas ce qu'il y a derrière les paravents de ses adversaires. Le joueur ayant le prestige le plus bas mélange les cartes objectifs, en retire une au hasard du paquet, en choisit une, puis passe le paquet au joueur qui a maintenant le chiffre le plus bas et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs en ont une. À 5 joueurs, le dernier donc n'a pas le choix des objectifs. Quand vous démarrez une partie, pour le moment, aucun joueur n'a de point objectif. En ce cas, on va regarder le numéro de sa maison et c'est celui donc qui a le plus bas qui va le faire. Ce joueur-là a un chiffre de maison qui est de 10, celui-ci qui est de 2, donc à moins que celui-ci soit 1, mais sinon c'est l'autre qui est le plus bas, et bien ici c'est 1. Donc c'est donc ce joueur-là qui a la valeur la plus basse. Il va donc mélanger les cartes objectifs, en retirer une du paquet. Il va regarder ses cartes objectifs et en sélectionner une. Donc, il va prendre par exemple cette carte-là, puis il va passer les autres cartes au joueur qui a la valeur la plus basse après lui, donc qui était ici numéro 2, qui va choisir un des objectifs qu'il va garder avec lui. Enfin, on va passer au troisième joueur qui, à son tour, dans celle qui reste, va choisir une carte objectif, la prendre. Si vous êtes à 3 joueurs, comme ça, il en reste 2. Les cartes sont mises de côté, elles ne seront pas jouées pendant cette partie. Sur ces cartes, vous devez remplir les conditions pour marquer des points. Ici, par exemple, ce joueur-là a choisi la carte opportuniste. On peut récupérer des points de prestige grâce aux ressources et grâce aux gains financiers, donc l'argent que l'on a à la fin de cette partie. Ici, on voit donc les ressources, donc ces ressources qui correspondent à ces ressources qui sont ici sur la piste. On lui demande de les placer, d'en placer un maximum vers le bas. Donc, c'est-à-dire que ces ressources-là devront être dans la partie inférieure à la fin de la partie pour pouvoir marquer des points. S'il n'y a qu'une ressource qui est en la partie inférieure, donc c'est à partir de la ligne numéro 9, donc de là à là. S'il n'y a qu'une ressource qui est là, les autres sont plus hautes, il marquera que 4 points. S'il en a 2, 7 points, 3, 10 points, etc. Pour la partie gain d'argent, s'il est le premier à avoir le plus d'argent à la fin de la partie, il récupérera 6 points. S'il est deuxième, 4 points. S'il est troisième, 2 points. À 4 et 5 joueurs, il n'y a pas de points pour le 4e et la 5e place. Et c'est la même chose pour les autres cartes objectifs qui n'ont pas forcément les mêmes demandes. Ici, par exemple, pour marquer des points, il doit calculer en fait la ressource qui est le plus bas avec la ressource qui est la plus haute. Donc, ça ne sera pas la même chose. Il ne votera pas, vous verrez par la suite, de la même façon que ses camarades. Et ici, qui a pris Avarice, le premier joueur, il faut que les ressources soient vraiment tout en bas ou tout en haut. Donc, c'est-à-dire là, c'est à partir du 6. Donc, les ressources doivent être dans cette partie-là et ou alors dans cette partie-là, mais pas au centre. À chaque tour, vous allez révéler un dilemme qui se pose dans le royaume et vous allez voter pour prendre une décision qui va dans un sens
ou dans un autre. En fonction du vote du conseil, les ressources vont monter et descendre sur la piste ainsi que le marqueur de stabilité. Le joueur avec le prestige le plus élevé, ou au début donc avec le chiffre de la maison le plus haut, récupère le jeton meneur. Ici, c'est ce joueur-là qui avait le numéro de maison 10 qui devient le meneur et donc prend le jeton. C'est lui qui votera en premier. Celui qui a le prestige le plus bas, pour le moment, comme je l'ai dit, c'est le numéro de la maison qui compte, donc c'est celui-ci avec numéro 1, prend le jeton modérateur. Son rôle sera de trancher en cas d'égalité dans les votes. Vous allez pouvoir commencer la partie. Un joueur prend la carte dilemme du dessous du paquet et lit ce qui est inscrit. Je ne vais pas vous révéler ce qu'il y a d'inscrit, vous verrez vous-même, mais donc il va falloir lire. Et les joueurs, maintenant, on va leur demander de voter à la fin. Est-ce qu'on fait telle action ou telle action? Donc oui ou non. À eux de voter. Il y a des indications sur la carte. Hop, excusez-moi, il y a des indications sur la carte. Si s'ils disent oui, ils vont faire monter, s'ils disent non, pardon, ils vont faire remonter la ressource d'argent, on le voit d'indiquer là. S'ils disent oui, ils vont faire descendre l'argent et ils vont récupérer une chronique négative. Alors comment voit-on que c'est positif ou négatif? Tout simplement, ici je vois que ma ressource est dans un cercle blanc et ici ma ressource, et là ma chronique, est dans un cercle blanc, mais dans une étoile bleue, en fait, voilà, donc ça veut dire que c'est négatif. La fameuse chronique négative, donc c'est les fameuses petites étiquettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont comme ça, qui sont numérotées, voilà, et qu'il faudra mettre à cet endroit-là. J'y reviendrai un peu plus tard. Nous allons placer les marqueurs issus sur la balance afin que tous les joueurs se rappellent un petit peu de ce que ce dilemme va donner, voilà, en négatif ou en positif. Ici, donc, si on a dit qu'on votait non, on gagnait de l'argent. Donc, on va récupérer la ressource ici et on va la mettre du côté blanc sur Nenni. Et de ce côté-là, du côté oui, on va perdre de l'argent, donc on va récupérer le jeton, mais on va le mettre côté négatif, vous voyez, où la ressource est dans une étoile. Et puis, également, cette fameuse chronique, vous voyez, les jetons sont recto-verso, que l'on va mettre là. C'est maintenant à chacun de décider est-ce qu'il va voter oui ou non, en fonction certainement de ses objectifs personnels pour marquer des points. Ce qui est assez drôle dans le jeu, c'est qu'on se rend compte qu'à un moment, on va beaucoup voter par rapport à ses objectifs personnels, mais alors, les besoins du royaume, on fait plus tellement attention à ça. On peut procéder maintenant au vote. Les joueurs peuvent en discuter pour tenter d'influencer les autres ou connaître leur vote. Le meneur commence en plaçant un ou plusieurs jetons de pouvoir sur la carte de son choix. Ici, lui, il va voter oui, donc il va placer un de ses jetons pouvoir sur le oui. Ça va être maintenant au tour du second joueur de voter. Lui, il n'est pas d'accord et il préfère voter Nenni. Donc, si on va partir comme ça, mais un tour de table, ça ne serait pas tout à fait la même chose. Donc, lui va reprendre un jeton pouvoir pour mettre sur Nenni. Alors, ici, s'il met qu'un jeton pouvoir, ça veut dire qu'ils vont être à égalité. Ça sera donc le troisième joueur qui va trancher, tout en sachant qu'en plus, le troisième joueur est modérateur. Ou alors, celui-ci peut dire non, mais moi, je veux absolument que ça soit non, donc je vais surenchérir et mettre un jeton supplémentaire pour être sûr que mon vote soit négatif. Le troisième joueur, lui, va préférer passer. Il est ni d'accord, ni pas d'accord. Il préfère passer. Mais en fait, vous pouvez passer pour deux raisons. La première raison, c'est pour récupérer du pouvoir. Le joueur qui passe, donc en ces cas-là, pour passer, il va prendre une pièce de la réserve générale et la placer sur sa carte pour signifier donc qu'il passe. Il va dire je passe pour récupérer du pouvoir et en ce cas, quand des joueurs passent, ils récupèrent les jetons
pouvoirs. Quand on est plusieurs à passer, on les partage équitablement. Si 2 personnes passaient là, dans cette manche-là, il y a 3 jetons, chacun en prendrait un, le dernier resterait au milieu. D'accord? Là, dans la mesure où il n'y a que lui qui a passé, s'il fait ça, il va récupérer les 3 pouvoirs. Ou alors, on peut passer pour récupérer le jeton modérateur. En ce cas, on le prend et on le place sur sa carte passe. Dans la mesure où, de toute manière, pour le moment, lui, il est toujours modérateur, on va laisser comme ça. Je veux récupérer du pouvoir. On retourne au premier joueur. On peut s'arrêter là. Mais le premier joueur peut dire « mais moi je veux surenchérir, je veux absolument que ça soit oui ». En ce cas, s'il veut surenchérir, ici il y a 2 jetons, il faudrait qu'il en mette soit un autre pour mettre une équité et attendre du modérateur qu'il tranche, ou alors mettre 2 jetons pour en avoir un de plus ici que nenni. Par exemple, il se dit « mais alors moi je vais en remettre 2 ». Du coup, ça penche la balance par ici. Celui-ci peut, s'il le souhaite, surenchérir parce qu'il veut absolument que ça soit non. Lui, il se dit, bon allez, mais là, il va abandonner. Par contre, attention, quand vous avez commencé à voter oui, non ou passe, vous ne pouvez pas, comme ça, quand ça surenchérit, changer finalement, dire, ah ben non, finalement, je passe, etc. Vous êtes parti sur un type de vote, vous ne pouvez que surenchérir. Bon, celui qui a passé, il ne peut rien faire d'autre. Une fois que chacun s'est arrêté dans le vote, on va pouvoir lire ce qu'il y a au dos. Donc ici, en l'occurrence, ça sera oui. Et donc, on va se placer du côté ici oui pour lire ici ce qui est inscrit et modifier les ressources. Ici, on nous dit de changer celui-là et de le baisser. Donc, vous voyez, non, de le monter, pardon, il gagne plus 1. Donc, hop, on va le monter comme ça. Ce qu'il faut comprendre dans cette piste de ressources, quand on va vers le haut, c'est positif. Quand on va vers le bas, c'est négatif. Ici, on a vu que le côté blanc était plutôt positif et le côté marron négatif. À partir du moment où un négatif, je le monte dans le positif, je vais retourner ma ressource comme cela. Je le mets du côté blanc. On me dit par contre que qu'on perd de l'argent. Donc le diamant ici va descendre ici de -2. Je vais descendre donc de -2, 1, 2 et descendre ma ressource. Si par exemple, cette ressource-là, à la base, elle était sur négatif. Elle était descendue de 2. À partir du moment où on descend ou on monte du côté où il y a la ressource, côté marron ou côté blanc, on doit avancer d'une case supplémentaire. Ainsi, j'aurais fait 1, 2 et je l'aurais avancé d'une case supplémentaire. Et hop, j'aurais mis ce petit jeton ici, comme ça, pour dire que j'ai déjà avancé de 1 en plus. Si le prochain tour, le diamant devait encore, l'argent devait encore descendre, donc on le descendrait d'1 plus 1. Mais on ne peut pas faire au-delà. On ne peut pas le descendre après de 3, de 4, etc. Donc là, ce n'était pas le cas. On descendait de 2 et on le retournait. Il faut également bouger ici le marqueur de stabilité, à savoir qu'il est monté d'1 dans le positif, mais il est descendu également de 2 dans le négatif. Donc, la stabilité devient un peu plus, enfin voilà, c'est un peu plus instable. Plus on descend, plus c'est instable. Ici, c'est tout le monde est le plus heureux. Ici, on est moins heureux. On nous dit également de prendre avec la flèche blanche comme ça, c'est le numéro de chronique. Donc, la flèche blanche est le numéro de chronique, donc c'est la 0. On va récupérer donc la chronique numéro 0, auquel nous on a mis un velcro comme je l'ai expliqué pour que ça soit rejouable. On va la lire et ici il va falloir que le joueur qui a gagné le vote signe. Il est donc responsable de ce qui arrive dans le royaume puisque c'est son vote qui a remporté. Ici c'est ce joueur-là, donc c'est la maison Alf. Donc il va donc signer ici de son nom. Hop, et vous allez voir que ça a des conséquences par la suite. On voit bien que la chronique ici est négative. On a toujours notre
ressource ici dans la petite étoile et en plus ici c'est noir, sinon c'est blanc quand c'est positif. Et on doit placer à l'endroit où il y a la même ressource, le plus à gauche. Donc ici c'est notre armée, voilà. Et on va le placer donc à cet endroit-là après l'avoir signé. Ici, on nous dit également de prendre l'enveloppe numéro 40. Donc, on va récupérer l'enveloppe dans la boîte de jeu, récupérer les cartes qui sont à l'intérieur. Ici, il y a aussi une signature à porter. C'est celui qui a le jeton meneur qui va signer. Ici, le jeton meneur, il l'a toujours conservé en plus, c'est son vote. Donc, qui va signer. Donc, de toute façon, c'est toujours Alf. Hein. Donc, il va signer hop, la première carte. On va lire à tout le monde ce qu'il y a marqué au dos. Donc, on continue la narration de l'histoire. Et on va la placer à l'emplacement donc où il y a le même symbole ici, à savoir à cet endroit-là. Les autres cartes qui sont des dilemmes sont ajoutées aux autres cartes dilemmes de la première enveloppe 0. Tout est mélangé et replacé, on ne les lit pas, hop, et replacé en dessous. Rappelez-vous que c'est toujours la dernière carte, celle qui est tout en dessous, qu'on récupère du paquet à chaque fois. Ici, maintenant, on a fini la phase de vote. Alors, d'abord, celui qui a passé, je vais commencer par là, celui qui a passé récupère l'argent pour le mettre derrière son paravent et comme il est le seul à avoir passé, il va donc récupérer tous les jetons pouvoir pour le placer derrière son paravent. Celui qui a perdu le vote, à savoir ici, récupère ses jetons pouvoir pour le placer derrière son paravent. Celui qui a gagné le vote, ici, va placer ses jetons pouvoir sur la balance. Le jeton meneur revient au joueur qui a remporté le vote et qui a placé le plus de pouvoir, à savoir donc qui reste aux mêmes mains. Le jeton modérateur n'a pas passé de main pendant la phase de vote, donc elle reste toujours au joueur qui est au bout de la table. Puis on passe au dilemme suivant. On prend donc la dernière carte, on lit ce qu'il y a de marqué. D'ailleurs, on va enlever ça. Hop. Et puis, on va lire ce qu'il y a de marqué et de la même façon que tout à l'heure, on va placer. Donc là, si on vote non, on va gagner de l'argent. Si on vote oui, on va gagner de la force. Et donc, hop, la force militaire. De la même façon, donc on lit tout ça, les joueurs réfléchissent, discutent entre eux. Vous savez que vous pouvez également dépenser votre argent en le donnant à un autre joueur pour qu'il vote comme vous ou lui promette « oui, mais la prochaine fois, je serai de ton côté ». Voilà, vous pouvez également utiliser l'argent pour faire des alliances. Donc, de la même façon, les joueurs vont réfléchir. On va commencer par le jeton meneur qui, lui, se dit « je ne suis pas d'accord », par exemple. Donc, hop, il va reprendre un jeton pouvoir et dire « hop, nenni ». Celui-ci... Maintenant, on se dit, eh bien moi, je vais passer, hop, il va prendre une pièce là pour récupérer le jeton modérateur. Et à ce moment-là, on récupère le jeton modérateur et on le place sur la carte. Sachez que si le joueur suivant voulait également passer pour récupérer le jeton modérateur, il pourrait également mettre une pièce et dire, mais non, c'est moi qui le récupère. Ce joueur-là dit, moi, je veux voter oui et je veux vraiment que ça passe. Alors, je suis un peu loin et je veux sûr. Et puis, il a déjà récupéré des jetons pouvoir. Il en a un peu plus que les autres. Et hop, il va en placer 2 sur le oui. Hop, je remets ça derrière par avant. On revient au premier joueur qui se dit, moi, j'ai déjà perdu 3 tout à l'heure. Hein. Mon vote est passé, j'en ai plus beaucoup. Je vais rester comme ça. Voilà, celui-ci, donc c'est bon. C'est celui-là qui a gagné le vote. Ici, ce joueur-là récupère qui a passé, récupère hop, la pièce et garde avec lui le jeton modérateur qu'il retire de sa carte mais qu'il place devant lui pour dire qu'il est modérateur. Ce joueur-là rajoute hop, les jetons pouvoir qui sont là et là, ils ne sont récupérés par personne puisque
Quand on a passé, c'était pour récupérer la modération. Hop, donc maintenant, il y en a un petit peu plus au milieu. Et lui récupère son jeton pouvoir puisque son vote n'est pas passé. On va donc maintenant résoudre le dilemme. Hop, qui est oui. On va lire, hop, l'histoire. On va gagner plus 2 en force. Donc, c'est ici. 1, 2. On va le retourner puisque c'est côté positif. Et on va remonter le marqueur de stabilité. Et ici, on nous indique de prendre l'enveloppe numéro 61. Maintenant, on va donc prendre l'enveloppe 61, récupérer l'histoire. Celui qui a gagné va également signer. Ici, on nous dit le signataire de cette carte gagne 3 pouvoirs. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose. Celui qui a gagné en fait le vote récupère le jeton meneur. Donc, c'est bien lui qui le récupère à la fin du vote. Donc, ce joueur-là, c'est la maison Sand. Il va donc signer cette carte-là, donc de son nom. Hop, et comme c'est lui qui le signe parce qu'il est, il est meneur maintenant parce que son vote est passé, c'est lui immédiatement avec la petite flèche vers le bas. C'est un symbole qui vous indique que cette action se joue immédiatement et uniquement. C'est-à-dire qu'il ne va pas récupérer à chaque manche les pouvoirs. Donc il en récupère 3 qu'il met derrière son paravent. La carte, bien sûr, est lue. D'accord, à haute voix, on continue la narration et on la place sur la frise d'histoire, hein, sur la partie histoire au-dessus. Alors, vous voyez que ce symbole-là représente le même que celui-ci. En ces cas-là, elle est placée au-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines cartes que vous allez récupérer où les effets se jouent toujours en fin de partie ou en début de partie. Ou alors, ce sont des effets qui peuvent avoir lieu durant la partie qui peuvent avantager le signataire de la carte ou des fois c'est tout simplement tous les joueurs. Tant que cette carte est visible, l'effet reste constant. C'est un autre symbole que la flèche. À partir du moment où elle est recouverte, l'effet n'est plus d'actualité. Les cartes dilemme sont à nouveau mélangées avec les autres cartes et sont toutes replacées hop, en dessous du cache. J'ai oublié tout à l'heure de placer les cartes dilemme dans la frise de temps. À chaque dilemme résolu, une fois qu'on a fait la résolution comme on a vu tout à l'heure, la carte dilemme doit être placée à l'un des emplacements. Donc la première était celle-ci et vous devez la placer du côté de la résolution. Donc ici c'était oui qu'on avait mis, donc elle va être placée comme ça. Hop, du côté oui, ce qui est un petit rappel pour les joueurs sur ce qui s'est passé. La seconde, c'est pareil. Donc la seconde, c'était oui également. Et hop, on la met de ce côté-là. Je reviens également sur les chroniques. Au fur et à mesure de la partie, vous allez remplir cette partie du plateau. Si une ligne est remplie, donc là j'en ai mis un, vous pouvez mettre un deuxième et un troisième, il y a une nouvelle chronique avec la ressource de la force et que tout est rempli, vous devez la mettre par-dessus la première, la plus à gauche. Tout du moins celle qui a donc le plus de cases cochées. On va voir qu'on coche aussi les petites cases à cet endroit-là. Parfois, quand vous allez tirer des cartes, ouvrir une nouvelle enveloppe avec des cartes, vous allez avoir des cartes événements ou immédiats. Il faudra bien lire ce qu'il y a d'inscrit et suivre les instructions. En général, la première est à placer dans la zone du plateau et les autres avec les cartes dilemme. Parfois, vous en aurez avec ces petites symboles, là, la petite bougie et puis la petite foudre. Donc, ce sont des événements. Les cartes, il faudra les placer là et suivre un petit peu toutes les indications. Je ne vais pas vous raconter, mais de toute manière, je peux vous assurer que tout est marqué sur les cartes. Dans les cartes histoire, il y a des cartes épilogues, aux faits narratifs et bonus de signataire. Comme on l'a vu ici, il y a donc le bonus. Les cartes épilogues ont des illustrations en haut, soit de cohésion, soit de dissension. Donc, on le voit en haut de la carte ici. Je crois que c'est avec une épée, si je ne dis pas de bêtises. J'en ai pas sous les yeux. Cela comptera au grand final de campagne. Au dos de la carte, si vous voyez des fois en bas
une clé. Là, j'en ai pas non plus sous les yeux. Regardez si le texte correspond à votre au fait narratif. Effectivement, quand vous regardez votre paravent sur les hauts faits ici que vous pouvez accomplir, il y en a un qui correspond uniquement à votre maison. Et il y a une phrase ici. Par exemple, je peux vous le lire ici, trouver le moyen de créer de l'or. Eh bien, à un moment, peut-être selon le chemin que prendra votre royaume, vous aurez une carte histoire avec marqué ça et une petite clé. À ce moment-là, donc quand la carte est lue et qu'il y a ça, le joueur qui a cette même phrase sur son au fait, sur son paravent, cochera la petite case ici, ce qui lui donnera un bonus. Il y aura un effet, à savoir celui-ci, par exemple, avec la petite flèche qui va vers le bas, c'est un effet immédiat. On lui demande de cocher une case de convoitise qui se trouve sur la gauche de son paravent. En bas à gauche de ces cartes histoire dont je vous ai parlé, il y a également un bonus pour le signataire majoritaire de cet arc. Donc en fait, vous comprenez bien qu'ici, à chaque fois, ce sont des arcs différents d'histoire. Donc si vous jouez donc plusieurs parties, tout ça se joue en plusieurs parties, la campagne est assez longue, votre royaume peut prendre un chemin ou un autre selon l'arc de l'histoire des votes que vous avez suivis. Il y a deux façons de terminer une partie, par l'abdication du roi ou sa mort. L'abdication du roi arrive si le marqueur ici de stabilité atteint l'une des extrémités de la piste de stabilité. Vous avez vu qu'on le monte et on le descend. Si on est ici, tellement les gens sont contents, le roi abdique et laisse sa place à quelqu'un parce que vous, en tant que conseiller du roi, vous avez fait trop bien votre travail. Par contre, ici, si ça arrive là, le roi abdique parce que le peuple est mécontent et que ça a été vraiment du grand n'importe quoi. Et vu que c'est le roi, c'est forcément lui qui doit abdiquer, pas vous, hein, parce que c'est finalement lui qui est le roi du royaume. Et la partie s'arrête. Mais il y a également la mort du roi. Quand vous allez placer toutes les cartes dilemme, à un moment, vous allez arriver ici. La mort du roi se fait quand il y a 5 cartes qui sont posées ici, ou alors il y a, dès qu'une carte posée ici, avec l'icône de tête de mort qui apparaît sur les cartes dilemme. Là, on n'en voit pas, mais sur certaines cartes dilemme, vous allez avoir ce symbole de tête de mort. Si ce symbole de tête de mort apparaît sur une carte dilemme que vous posez dans la chronique et qu'elle arrive à cet endroit-là, que tout ça est rempli, la partie se termine. Avant de compter les points et de terminer cette partie déclenchée, d'abord tous les effets de la dernière carte dilemme donc, qui a été posée. Déplacement des ressources, chronique à placer, enveloppe à récupérer s'il y a une enveloppe, vous l'ouvrez pour la lire et vous la placez sur son emplacement. Mélangez les cartes dilemme avec les autres et éventuellement résolvez les événements que vous avez déclenchés par la carte. On passe ensuite à la fin de la partie, en commençant par calculer les scores de sa carte objectif. Donc, sa carte objectif, comme je vous l'ai expliqué, donc ce sont les marqueurs, voilà, la partie ressources et argent que l'on a à la fin de la partie. À la page 45 du livret, donc je vais revenir, vous avez un gros livret avec les règles qui sont très longues. Ici, vous avez des tableaux pour toutes les parties. La partie commence avec le roi Harald V. Vous pouvez mettre la date. Ici, vous mettez le nom de vos maisons et vous allez pouvoir mettre les différents points que vous avez obtenus. Ici, l'objectif public. Je vais y revenir plus tard, l'objectif public, parce qu'en réalité, à la première partie, il n'y en a pas. Ça sera qu'à partir de la deuxième et vous allez voir comment on enclenche ça quand on va terminer la partie. L'objectif ressources. Donc l'objectif ressources, ce sont donc ces points que l'on a sur notre carte objectif. Voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si ce joueur-là a par exemple, hop, tant de ressources, voilà, par exemple 3 ressources qui est placée en dessous de la ligne 9, donc de là à là, il va marquer 10 points. En ce cas-là, ici, il va marquer 10 points ici dans ses objectifs ressources. Ici, l'objectif richesse, il va regarder, tout le monde va compter
son argent et voir si on est en première, deuxième, troisième position. À savoir que les points ici que vous marquez et à cet endroit-là ne sont pas tout à fait les mêmes d'une carte objectif ou une autre. Donc, si vous êtes premier en tant qu'opportuniste, vous marquez 6 points, en deuxième 4 points et en troisième 2 points. Mais une autre carte, un autre objectif, ça ne sera pas tout à fait le même nombre de points. Vous marquez donc l'objectif richesse si vous êtes dans les 3 premiers selon votre carte objectif. Ensuite, il y a la majorité pouvoir. On va regarder à la fin les jetons de pouvoir qu'il nous reste en notre possession derrière notre paravent. Celui qui en a le plus marque 2 points et le second marque 1 point. En cas d'égalité, vous marquez le même nombre de points qui correspond à votre position. Faites le total, donc à cet endroit-là, pour chacun des joueurs. Et maintenant, on va se reporter à la page 33 du livret que je vais vous chercher. Hop, qui se situe ici, ce tableau, pour marquer maintenant les points de prestige. Donc, en fonction, si le roi est mort, si le roi a abdiqué. Donc, si le roi est mort, qu'on a placé toutes ces cartes dilemme, 5 cartes ici ou une carte dilemme, dès la première carte dilemme avec l'icône de la tête de mort, on va se reporter à cette partie-là. Le premier, celui qui a plus de points, donc dans le tableau qu'on a marqué précédemment, ici par exemple, va cocher sur son paravent 5 points de prestige. Les prestiges, hop, je vais prendre, par exemple, c'est ce joueur-là qui a marqué le plus de points, et bien lui, ici, hop, il va cocher 5 cases de prestige. Le second joueur va en marquer 4, le troisième 2, le quatrième 2 et le dernier rien du tout. Ici, au niveau point de convoitise, le premier joueur ne marque rien, le deuxième rien non plus, et à partir du troisième, c'est un point de convoitise, etc. Et le dernier marque 2. Alors, il faut savoir que on compte la troisième place qu'à partir du moment où on est 4 et 5 joueurs. C'est-à-dire que là, à 3 joueurs, celui-ci, par exemple, a fini premier, celui-ci deuxième, lui, il était troisième. En tant que troisième joueur, il est dernier. Donc, dernier, on se reporte en bas, il ne marquera aucun point de prestige, mais 2 points de convoitise. Dans ces cas-là, ici, les points de convoitise sont cochés à cet endroit-là. Voilà. Il va falloir aussi cocher ici les petites cases qui sont là, qui correspondent extrémiste, opulence, modération, rébellion, opportunisme et avarice aux cartes objectifs que vous avez remplies. Donc, ce joueur-là avait pris, par exemple, je ne me souviens plus, mais la carte avarice. Il va donc cocher cette première carte partie avec la case avarice. Et il va continuer. Une fois que toutes les lignes sont cochées, par exemple, top, ici, il en a fait 4 parties et il a pris à chaque fois avarice. Il va gagner donc ici un point de convoitise immédiatement qu'il va cocher là. Donc pour récupérer plus de points de prestige et de convoitise, vous allez évidemment essayer de jouer selon votre maison avec ce qui vous apporte le plus de points. À savoir que je ne sais pas du tout, je n'ai pas été jusqu'au bout de la campagne, donc je ne sais pas ce qu'apportent les points de convoitise au moment du final. Pour en revenir ici, si le roi a abdiqué, donc c'est-à-dire si la partie se termine parce que votre jeton de stabilité est arrivé à l'une des extrémités, même s'il n'y avait pas tous les dilemmes demi et que la partie s'arrête, c'est à cet endroit-là qu'on va regarder les points de prestige. Le premier du classement aura à 3 points de prestige, etc. Le nombre de points de convoitise. Donc vous vous reportez au tableau pour marquer ainsi vos points, enfin pour cocher vos cases maintenant sur le paravent. Maintenant, vous allez vérifier les hauts faits qui sont marqués ici. Donc, le premier haut fait que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est s'il y a sur une carte une petite clé avec la même phrase qui correspond. Mais dans ces cas-là, il y a une petite flèche qui va vers le bas et qui vous dit ce que cela vous rapporte. Vous allez regarder les hauts faits qu'il y a en dessous. Vous pouvez très bien avoir un haut fait ici, par exemple. Est-ce que cette ressource-là est la plus haute sur la piste de ressources en fin de partie? Si c'était le cas, par exemple, elle avait été ici, en ce cas, hop, ce joueur-là, et tous les joueurs font bien sûr la même chose, et parfois vous pouvez avoir des objectifs similaires, des hauts faits similaires.
En ces cas-là, le joueur va cocher hop, cette petite case. Une fois que toutes les cases sont cochées, il va récupérer l'effet, et là c'est immédiat, parce qu'il y a toujours la petite flèche vers le bas. Par exemple, ici, ça lui donne 3 points de prestige supplémentaires. Donc il cochera ici, dès qu'il aura tout accompli ici, hop, c'est 3 points de prestige ici. Et on regarde pour les autres. Donc, je redonne ça à notre joueur. Toutes les cartes dilemme qui ont été mises ici peuvent être rangées dans les enveloppes. Théoriquement, avec ce jeu, normalement, je vais vous remontrer la boîte de jeu. C'est censé se jouer une partie unique. Donc, normalement, les cartes sont défaussées ici. Mais vous ne ferez pas ça, en fait. Vous allez bien les ranger dans les enveloppes, puisqu'ici, on a fait en sorte que ça soit rejouable pour être emprunté par d'autres joueurs. Donc, toutes ces cartes-là seront rangées dans les enveloppes. Par contre, les cartes qui sont ici sous le cache, elles restent parce que ça sera pour la partie suivante. Si vous faites la deuxième partie immédiatement derrière, bon bah, on va vous laisser tout sur la table. Sinon, pareil, dans la boîte de jeu, hop, vous avez ces petits emplacements où vous pouvez prendre le cache et mettre comme ça avec les cartes dilemme en dessous. Comme ça, vous pouvez le récupérer directement pour la partie suivante un autre jour. À partir de la seconde partie et pour toutes celles qui vont suivre, après le décompte des points, vous allez appliquer les effets de succession. Si vous aviez rangé le jeu, replacez toutes les cartes histoire et événements à leur emplacement. Donc, c'est-à-dire que là, ça c'est pareil, toutes ces cartes histoire ne sont pas défaussées, elles sont rangées dans la boîte de jeu. Il n'y a que les cartes dilemme qui sont remises dans les enveloppes et rangées. Pour le reste, tout ça, vous allez les remettre exactement au même endroit, vous continuez votre histoire. Les chronologies sont remises, restent à leur place. On continue de jouer avec exactement la même chose. Par contre, à la fin de la partie, tout le monde va remettre dans la réserve générale son argent et ses jetons pouvoir. Et on va reprendre à chaque partie toujours la même chose. 8 jetons pouvoir et 10 pièces et replacer 3 jetons pouvoir à cet endroit-là. On recommence la deuxième partie, on reprend tous ces jetons. Hop, les jetons ressources, on les jette et on les replace à leur endroit sur la face qui a été révélée. Le jeton ici, stabilité, est replacé au centre de la piste stabilité. Ensuite, on va donc cocher une case de chaque chronique que l'on a placée sur le plateau. Donc, cela s'appelle la succession. Ça fait en fait vieillir l'histoire, la chronologie qui s'est passée. Donc, ici, on va prendre là, il n'y en a qu'une seule, mais vous le ferez pour chaque chronique. Donc, il peut y en avoir plusieurs. Et on coche une case. Si c'était par exemple une deuxième partie, une troisième partie, j'en aurais déjà coché 2, et ben je cocherai la troisième. Et on le fait pour toutes celles qui sont mises. Même s'il y en a plusieurs, on coche une case sur chacune. Pour chaque chronique positive, c'est-à-dire celles qui ont un fond blanc, on monte le jeton correspondant. Si j'ai une chronique positive, par exemple ici sur la ligne force, là j'ai négatif, je monterai mon jeton d'1 pour chaque chronique. Là, en l'occurrence, j'ai une chronique négative. Donc, je vais devoir descendre et du coup, je retourne ma force. Je peux en avoir une autre. Par exemple, je pourrais très bien avoir une positive ici. Du coup, ça me ferait revenir au milieu. D'accord? Et on le fait comme ça, donc pour toutes les lignes. Donc, par exemple, si j'en avais 2 ici qui me font descendre, hop, ça redescend comme ça. Si j'avais, par exemple, une d'argent ici, qui était positif, je montrerai celle-là, etc. Et on le fait donc pour toutes les ressources. Par contre, le marqueur de stabilité, lui, là, ne bouge pas. C'est quand on fait les votes, en fait, quand on résout les votes que l'on bouge, mais au moment de la succession, ça ne bouge pas. Maintenant, on applique la succession de pouvoir. Donc, on va vérifier les signatures des joueurs. Pour chaque chronique positive signée, le joueur récupère un jeton pouvoir. Pour chaque chronique négative signée, le joueur défausse un de ses jetons pouvoir dans la réserve générale. Donc vous pouvez constater qu'une chronique négative a donc un impact sur la partie suivante. Ici, cette maison-là
a signé une chronique négative, donc du coup il va devoir se défausser d'un jeton pouvoir. Il en aura donc un en moins déjà dès le début de la partie. Et ça vaut pour toutes les chroniques et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez en remplir. On va maintenant assigner les objectifs publics. Ce sont ces jetons carrés, donc ici, que j'avais mis de côté, que nous n'avions pas utilisés lors de la mise en place de la première partie. Ce sont ces jetons carrés en blanc et en noir qui correspondent aux ressources. Regardez dans chaque ligne les signatures des chroniques. Le joueur qui a signé la chronique positive la plus récente, donc c'est celle qui a le moins de cases cochées, prend le jeton objectif public associé. Par exemple, sur cette ligne-là, hop, il n'y a que celui-ci. Bon, du coup, il n'y aurait qu'une case de cocher. Donc, c'est la force, mais il est négatif. Il prendrait donc, hop, il prendrait donc le jeton de la ressource associée, mais de la couleur sombre, puisqu'elle est négative, et il la mettrait devant lui. Par exemple, ce joueur-là aurait très bien pu mettre une chronique positive, par exemple, ici. Voilà, ça serait la plus récente, il peut y en avoir plusieurs. Rappelez-vous, c'est la plus récente, donc celle qui a le moins de cases de cocher, par exemple. Ça serait là, il prendrait donc celui-ci, etc. Et on le fait comme ça pour tous les joueurs. Il peut arriver que du coup, on se retrouve avec plusieurs jetons. On ne peut pas en avoir plus que 2. Si par exemple, un joueur à un moment en avait plus que 2, donc par exemple, lui, il avait 3 négatifs comme ça dans les chroniques, il devrait s'en débarrasser d'une et pour en garder que d'une seule, celui de son choix. Ces objectifs vous permettent de gagner des points en fin de partie ou d'en perdre. Dans le tableau score, je vous l'ai montré à la première, hop, je reviens dessus. À la première partie, je vous ai dit que dès le début, on ne pouvait pas en marquer. Donc, c'est bien ici, objectif public. Donc, c'est la première colonne qui donc correspond à ces jetons qui ont été récupérés au moment de la succession avant d'entamer la partie suivante. Maintenant, à la fin de chaque partie, il faudra vérifier la place des ressources correspondant aux jetons que vous avez récupérés. Pour chaque jeton objectif public positif que vous détenez, vous pouvez marquer des points. 3 points si la ressource est la plus haute et 1 point s'il est en seconde position. Admettons, hop, donc ce joueur-là en fin de partie avait donc ce jeton-là en positif et hop, 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 tac par exemple, touc, touc, je retourne, on était comme ça. Ici, ça lui permettrait de gagner, lui, 3 points. Si elle était hop, en deuxième position, il pourrait marquer 1 point. Par contre, ici, avec les jetons négatifs, donc hop, on a vu ici, ce joueur-là, par exemple, lui, en négatif, ça lui enlève des points. Là, ce jeton-là, il est en première position, mais le plus bas, et bien lui, ça sera moins 3 points qu'il marquera. Si c'était en deuxième position, il marquerait moins 1 point. Donc, vous voyez, les objectifs, du coup, les chroniques que l'on signe ont également un impact sur les points que vous allez marquer en fin de partie par rapport justement à ces jetons publics que vous allez récupérer au moment de la succession. Avant de démarrer une nouvelle partie, vérifiez les hauts faits. Certains vous permettent de gagner un bonus et parfois en début de partie. Une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les cases cochées, regardez bien le symbole qui précède le texte. L'étoile, alors je ne sais pas s'il y avait des étoiles ici. Par exemple, on voit c'est un symbole d'étoile. C'est une capacité qui se déclenche à chaque début de partie. Ce joueur-là, une fois qu'il aura coché tout ça, à chaque début de partie, celui-ci pourra gagner donc 3 pièces supplémentaires. Donc, il y a le symbole avec la flèche dont on a parlé déjà à plusieurs reprises, qui se déclenche immédiatement. Et il y a également ici, on le voit d'autres, le point d'exclamation qui demande de remplir une condition pour déclencher la capacité
pendant ou à la fin de la partie. Ces petits symboles, vous les avez ici sur votre paravent, mais vous les avez également sur certaines cartes, comme on a pu le voir ici, où cela déclenchait un bonus immédiatement. Et enfin, il y a des capacités sur les cartes histoire avec des cases à cocher. À chaque fois que vous activez cette capacité, vous cochez la case. Une fois tout cela fait, vous pouvez reprendre une partie. Choisissez la maison qui gouverne un présent et inscrivez-le dans le tableau des scores suivants. Donc on a commencé là et on continue. Vous pouvez mettre la date, la maison, le nom des maisons et la maison qui gouverne actuellement. Le joueur avec le prestige le plus élevé récupère le jeton meneur et celui le plus bas, le jeton modérateur. Donc cette fois-ci, vous allez bien regarder les cases qui sont cochées ici sur les prestiges. En cas d'égalité, vous allez regarder qui a le numéro de maison le plus élevé. Vous pouvez maintenant résoudre le prochain dilemme en tirant la dernière carte du paquet. Au fur et à mesure de l'histoire et du tournant que votre royaume va prendre selon vos décisions, vous allez récupérer des grandes étiquettes que je vais vous montrer qui ont des lettres ici A, B, C, etc. D. C'est indiqué sur les cartes dilemme. À un moment, on va vous dire, prenez l'étiquette, je ne sais plus trop comment c'est marqué, mais on vous met la lettre A, B, C, et en ces cas-là, vous allez la récupérer. Vous allez lire, hop, ce qu'il y a au dos. Normalement, ces cartes-là, ce n'est pas vraiment des cartes, se collent également sur le livret de règles. Nous les avons également plastifiées, d'accord, et avec du velcro, et vous allez pouvoir les mettre sur le livret. Donc, si on vous demande de prendre la A, vous allez prendre la A, lire, je ne vais pas vous montrer, mais hop, rapidement, il y a du texte à lire, et vous allez la placer donc sur hop, le livret, et vous le collez à l'endroit où il y a le même symbole. Donc j'ai fait vite fait, mais je ne veux pas vous montrer ce qu'il y a, mais il y a un symbole ici et vous allez donc le coller au même endroit, donc à cet endroit-là. Enfin, vous le collez, là vous ne le collez pas et vous le mettrez à cet endroit-là avec le texte et donc ça raconte l'histoire de votre royaume. Dès que le 6e autocollant sera mis, cela déclenchera la fin de la campagne. Résolvez la dernière carte dilemme et ouvrez l'enveloppe numéro 70. C'est à la fin de cet événement que vous déterminerez quelle maison est gagnante. Il faut plusieurs parties pour avoir en tête toutes les étapes de fin de partie et de succession. Une carte résumant les phases avec un rappel des légendes, des capacités, ne serait pas un luxe car le livret fait quand même 48 pages. Retrouvez le dilemme du roi à la médiathèque et on se retrouve très bientôt avec un nouveau jeu.